Des images qui interpellent. À Genève, nous allons essayer de répondre à quelques questions. Pourquoi ces djihadistes se sont-ils laissés filmer? Comment les Syriens se sont-ils fait voler leur révolution? Comment s'est-elle pour certains transformée en conflit confessionnel? Nous avons rendez-vous avec une ancienne journaliste du Monde qui a vécu 8 ans en Syrie. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors Adeline Chenon, vous tenez un blog sur la Syrie depuis maintenant 5 ans. Vous venez de sortir un livre intitulé Ma Syrie. Et puis vous vous êtes rendue en Syrie récemment. Pour vous, une guerre de religion en Syrie, c'est surréaliste? Complètement. C'est pas du tout ce à quoi je suis habituée et c'est pas dans la Syrie dans laquelle j'ai vécu. Ça ne se passait pas comme ça. Tout le monde connaissait la religion de tout le monde, mais c'était jamais ostentatoire et surtout jamais belliqueux. On a toujours vécu ensemble sans y penser. Donc là, actuellement, cette frénésie religieuse, c'est pas ma Syrie. Culturellement, la Syrie était un pays laïque? Complètement, complètement. Non seulement culturellement, mais politiquement. Je veux dire, c'était quelque chose de très important. C'est un sujet sur lequel on ne plaisantait pas du tout, la laïcité, mais c'était aussi complètement intégré, donc c'était une évidence. Et donc maintenant, il faut à chaque fois se poser la question de qui est-ce que j'ai en face de moi, alors qu'avant, ce n'était pas une question qu'on se posait. Chrétiens, sunnites, alaouites, tout le monde cohabitait sans problème. Oui, et pour l'instant, si vous voulez, ça existe toujours ça, mais maintenant il y a une peur de ça. Et puis on voit par exemple sur les murs de zones où il y avait les rebelles, subitement il faut tuer tous les alaouites, ou les alaouites morts et les chrétiens à Beyrouth. Mais ça avant, il n'en était pas question. Alors je voudrais vous montrer un schéma, Adeline, pour que vous puissiez m'éclairer. Alors en fait, il s'agit d'une représentation partielle de la nébuleuse de groupes rebelles en Syrie. Alors il y a des groupes rebelles internationaux, des djihadistes internationaux, des groupes islamistes, des Kurdes, des dizaines de factions. Pourquoi a-t-on aujourd'hui autant de groupes rebelles en Syrie? Bon, si vous voulez maintenant, il n'y a plus d'idéaux. On n'est plus du tout dans une logique d'idéal. On est dans une logique qui est malheureusement financière. Donc autant de factions, autant de capacités de salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, quand on combat en Syrie, quand on pose une action de combat, on est payé, on reçoit un salaire. Et dans un pays pauvre, après 5 ans de guerre, ça a du sens, ça, de recevoir un salaire. Donc il y en a autant parce qu'il y a autant de villes, et à chaque fois, c'est un petit groupe qui va être payé. Qui paye? D'où vient l'argent? L'Arabie Saoudite a dépensé plusieurs milliards de dollars à financer la rébellion, donc ça c'est sûr. Les États-Unis évidemment, la Turquie, la France, nous. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'un pays étranger va vouloir envoie des enveloppes, finance, et c'est ce qui incite à la création de plusieurs groupes. C'est-à-dire qu'il faut combien? Il faut, on va dire, une centaine d'hommes et on crée un groupe et on reçoit une enveloppe? Non, il faut Comment une action d'éclat. Il faut une action d'éclat qu'on va faire passer sur Internet. Là, la première enveloppe va arriver et puis après, on va se déclarer en faction qui a l'intention de faire d'autres actions d'éclat et un salaire va arriver et tout le monde va être payé. Dans cette guerre actuellement, là, tout le monde est payé. Les salaires vont de combien à combien? Côté rebelle, de 300 à 1200 à peu près. 1200, ce sera côté État islamique avec beaucoup d'avantages en nature. Euros? Oui, ou dollars. Est-ce qu'il existe des passerelles entre les groupes? Est-ce que les djihadistes ou les rebelles vont d'un groupe à l'autre en fonction du salaire, du prestige? Écoutez, moi malheureusement, dans ma famille et mes voisins, j'en connais des gens qui sont passés d'une faction à l'autre. Donc oui, ça c'est sûr qu'il y a des passerelles, mais ce n'est pas vraiment des passerelles, c'est simplement qu'on va les payer plus dans une autre faction. Il n'y a pas forcément de contact, ils vont aller chez le plus offrant. Et puis je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on quitte l'armée, parce que l'armée c'est le moitié moins cher. C'est le salaire actuellement dans l'armée, c'est entre 70 et 100 euros. Donc vous voyez que l'armée syrienne offre des salaires qui sont nettement moins attractifs en termes de marché. Au départ de la révolution syrienne, ceux qui sont descendus dans la rue réclamaient plus de droits, plus de liberté. Oui. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une rébellion modérée en Syrie? Une rébellion, vous voulez parler de l'ASL? Oui, l'armée syrienne libre qu'on a connue au début de la révolution, par exemple.
Ils sont armés, donc ils sont déjà d'une modération discutable. Quand on est armé, on est moins modéré. Prenons l'exemple d'Idlib. Idlib, au départ, a été pris par l'ASL. Maintenant, il y a des écoles coraniques où les garçons et les filles sont séparés. Il y a une police de la religion qui veille à ce que vous respectiez les offices. Et le chef d'Idlib est un Saoudien qui a vécu toute sa vie en Saoudie et qui est venu pour combattre. Que reste-t-il de l'ASL là et surtout du rêve dont vous me parlez, de l'idéal dont vous me parlez? En tout cas, à Idlib, on ne le voit pas. On n'a pas d'exemple pour l'instant concret d'un endroit où on aurait installé ce rêve, cet idéal qui a existé et qui marche. On a des combattants armés payés et puis une opposition politique à l'extérieur. Merci.